le Dieu qui fume ou le voyage vers la terre creuse. Il est le Dieu qui demeure au centre, au noyau de la terre, et il est à l'origine des religions de toute l'humanité. Platon. Première partie. Avant-propos de l'auteur. Je crains que l'apparente histoire incroyable que je suis sur le point de vous relater puisse être considérée comme le résultat d'un esprit superbement décousu, peut-être en vertu de l'enchantement que procure la révélation d'un mystère merveilleux, plutôt qu'en raison de l'authentique rapport des expériences hors normes révélées par un Olaf Janssen dont de la folie éloquente se serait s'imposer à mon imagination pour faire fuir de mon analyse toute pensée critique. Marco Polo se retournerait sans doute dans sa tombe à l'écoute de l'étrange histoire que je suis appelé à rapporter ici. Une histoire aussi étrange qu'un conte du baron Munchausen. Il est aussi bizarre que ce soit moi, un sceptique, qui ai seul le privilège d'écrire l'histoire de Olaf Janssen, dont le nom est révélé maintenant pour la première fois au monde, et qui pourrait devenir après cette sortie de l'ombre, une vraie personnalité de la planète. Je dois librement avouer que ces déclarations n'admettent aucune analyse rationnelle, mais elles sont en rapport avec le profond mystère concernant le pôle Nord gelé, qui pendant des siècles a semblablement intéressé les savants et les hommes de loi. Cependant, bien qu'il soit différent des manuscrits cosmogéographiques du passé, ces parfaits documents pourraient être compilés comme étant une narration de choses que lui Olaf Janssen a effectivement vues de ses propres yeux. Plus d'une centaine de fois, je me suis interrogé sur le fait de savoir comment il est possible que la géographie du monde soit incomplète et que la sensationnelle narration de Olaf Janssen puisse être soutenue par des faits tangibles. Le lecteur pourra lui-même répondre à ces interrogations pour sa propre satisfaction, aussi loin que l'auteur de cette narration ait pu se forger lui-même une conviction. Encore parfois même, je suis embarrassé pour savoir si j'ai été conduit hors d'une vérité abstraite par la faute incontournable d'une subtile superstition ou bien si les faits acceptés jusqu'ici comme vrais sont, après tout, inexacts. Il se pourrait que la vraie demeure d'Apollon n'était pas à Delphes, mais dans cet ancien centre du monde, au sujet duquel Platon a dit la demeure réelle d'Apollon est parmi les Hyperboréens dans une terre de vie éternelle où la mythologie nous révèle que deux colombes en provenance des les extrémités du monde volèrent pour se rencontrer dans cette magnifique région qui constitue la demeure d'Apollon. Selon Hécatée de Milet, le taux de la mer d'Apollon est né dans une île dans l'océan Arctique, loin au-delà du vent du Nord. Ce n'est pas mon intention d'aborder une discussion sur la théogonie des dieux, ni sur la cosmogonie du monde. Ma simple préoccupation est d'éclairer le monde au sujet d'une ci-après partie inconnue de l'univers, comme elle a été aperçue par le vieux navigateur norvégien Olaf Janssen. Il y a un intérêt international pour la recherche ayant trait au pôle Nord. 11 nations y sont engagées, ou ont participé à la périlleuse entreprise d'essayer de résoudre ce latent mystère cosmique de la Terre. Il est un dicton aussi vieux qu'une colline qui affirme la réalité dépasse la fiction, et de la manière la plus sensationnelle, ce postulat s'est présenté chez moi, il y a une quinzaine de jours. Il était 2 heures du matin, quand je fus sorti d'un sommeil réparateur par le tintement de la sonnette de ma porte d'entrée. Ce perturbateur, trop matinal, correspondait à un messager porteur d'une note à l'écriture presque illisible en provenance d'un marin norvégien nommé Olaf Janssen. Après un long déchiffrage, j'ai découvert le message qui disait « Je suis malade et sur le point de mourir, venez vite ». L'appel était impératif et je ne perdis pas de temps pour obtempérer. Peut-être puis-je bien expliquer ici qu'Olaf Janssen, cet homme qui venait de fêter son 95e anniversaire, a vécu pendant les 6 dernières années de sa vie, seul dans un modeste bungalow, hors du chemin de Glendale à une courte distance du quartier des affaires de Los Angeles en Californie. Il y a au moins 2 ans, alors que je me promenais un après-midi, je fus attiré par la maison de Olaf Janssen et par son modeste voisinage, propriétaire et occupant, que je fus par la suite amené à connaître en tant que fervent de l'ancienne croyance aux dieux Odin et Thor. Il y avait un visage débordant de gentillesse et une aimable expression dans ses yeux gris perçants et vifs de cet homme, qui avait vécu plus de 90 années, et en outre le sens de la solitude qui força ma sympathie.
Légèrement courbé et les mains jointes dans le dos, il marchait de ci de là avec le pas lent et mesuré, ce premier jour où nous nous sommes rencontrés. Je peux à peine dire quel motif particulier m'a poussé à faire une pause dans ma promenade et à engager la conversation avec lui. Il parut apprécier agréablement le fait que je vienne le complimenter sur le caractère attrayant de son bungalow et sur les vignes et des fleurs bien soignées débordant à profusion par-dessus ses fenêtres, toiture et large piazza. J'ai bientôt découvert que ma nouvelle connaissance n'était pas une personne ordinaire, mais une personne profondément instruite jusqu'à un remarquable degré, un homme qui dans les dernières années de sa longue vie avait plongé longtemps dans les livres et était devenu un puissant maître de la méditation silencieuse. Je l'ai encouragé à se confier à moi et aussitôt j'ai appris qu'il avait vécu seulement 6 ou 7 années dans le sud de la Californie, mais qu'il passa 12 années antérieures dans un état du Midway. Avant cela il avait été un pêcheur de la côte norvégienne, dans la région des îles Lofoten, d'où il effectuait des tournées, loin vers le nord jusqu'au Spitzberg et même jusqu'à la terre de Franz Joseph. Quand je me décidai à prendre congé, il me parut vouloir me retenir et me demanda de revenir. Cependant à ce moment précis, et je n'y prêtais pas attention, mais je me souviens maintenant qu'il fit une remarque singulière, alors que je lui tendais la main pour le départ. « Vous reviendrez ?» demanda-t-il. « Oui, vous reviendrez un autre jour, j'en suis certain et je vous montrerai ma bibliothèque, et je vous raconterai beaucoup de choses auxquelles vous n'avez jamais rêvé, des choses si merveilleuses qu'il se pourrait que vous ne puissiez me croire. » Je lui assurai en souriant que non seulement je reviendrai, mais que je suis prêt à croire tout ce qu'il pourra choisir de me révéler au sujet de ses voyages et de ses aventures. Dans les jours qui suivirent, et je devins bien familiarisé avec Olaf Jansen. Et petit à petit il me narra son histoire si merveilleuse qu'elle est un défi à la raison et à tout ce qu'il est possible de croire. Le vieux Scandinave s'exprimait toujours avec tant de conviction et de sincérité, que ces étranges narrations me captivèrent. Puis cette nuit-là, le messager sonna à ma porte, et dans l'heure suivante même j'arrivai au bungalow de Olaf Jansen. Il montra des signes d'impatience après cette longue attente bien que j'étais arrivé à son chevet immédiatement après ma convocation. « Je dois faire vite, » proclama-t-il alors qu'il me prenait la main en me saluant. « J'ai beaucoup à vous dire que vous ignorez, et je n'ai confiance qu'en vous. Je réalise pleinement que je ne passerai pas la nuit. Le temps est venu pour moi de rejoindre mes ancêtres dans le grand sommeil. » Je remontai ses oreillers pour lui donner un meilleur confort, et je lui assurai combien j'étais heureux d'être à son service de quelque manière que ce soit, car j'avais bien pris conscience de la gravité de la situation. L'heure tardive, le calme du cadre, l'inquiétant sentiment de se retrouver seul avec le mourant et sa stupéfiante histoire, tout cela réuni ensemble faisait que mon cœur battait vite et fort avec une impression indéfinissable. En vérité, à plusieurs reprises, cette nuit près du lit du Norvégien, une sensation plutôt qu'une conviction s'empara de mon âme, et je lui fis savoir que non seulement j'y croyais, mais qu'en réalité, je voyais bel et bien les terres étranges, le peuple insolite et le monde surprenant qu'il me narrait, et aussi que j'entendais le puissant chœur d'orchestre formé de milliers de voix puissantes. Durant près de 2 heures, il me sembla doté d'une force de presque surhumaine parlant précipitamment et apparemment avec toute sa raison. Finalement il me présenta certains documents, croquis, et cartes grossières. « Ceci, dit-il en conclusion, je vous le laisse en main, si je peux avoir votre promesse de le transmettre au monde, je mourrai heureux, car je désire que les gens connaissent la vérité concernant tous les mystères de la terre glacée du Nord qui y sont révélés. Il n'y a aucune raison à ce que vous subissiez les mêmes souffrances que le sort m'a réservées. Ils ne vous mettront pas dans des fers, ni ne vous enfermeront pas non plus dans un asile de fous, car vous ne raconterez pas votre propre histoire, mais la mienne, et grâce au dieu Odin et Thor, que je remercie, je demeurerai dans ma tombe, hors d'atteinte des incrédules, qui voudraient me persécuter. » Sans une pensée pour les hypothétiques résultats de la promesse engagée et prévoyant les nombreuses nuits d'insomnie qui m'attendaient, je lui ai donné mon soutien et avec lui mon engagement de satisfaire fidèlement ses dernières volontés.
Comme le soleil se levait au-dessus des pics de Jacinto bien loin à l'est, l'esprit de Olaf Jansen, le navigateur, l'explorateur, et l'adorateur Odin et Thor, l'homme dont les expériences et les voyages, qui vont être relatés, ne souffrent aucun parallèle dans l'histoire du monde entier, passa de vie à trépas, et je me retrouvai seul face à la mort. Et maintenant, après avoir sanctifié un dernier triste rituel à cet homme étrange, venant des îles Lofoden et des régions nordiques toujours plus reculées, le courageux explorateur des régions glacées qui dans ces années déclinantes a recherché un havre de paix et de repos dans cette Californie ensoleillée, je vais alors entreprendre de rendre publique son histoire. Mais avant tout, permettez-moi une ou deux réflexions. Les générations qui se suivent et les traditions venant du passé brumeux sont transmises de père en fils, mais pour quelque raison étrange, l'intérêt pour un inconnu secret et glacial ne s'affaiblit pas avec les années écoulées, que ce soit dans la conscience des novices ou dans celle des initiés. Avec chaque nouvelle génération, une irrémédiable impulsion stimule le cœur des hommes pour la conquête de la citadelle voilée de l'Arctique, le cercle du silence, la terre des glaciers, les vastes étendues d'eau froide et des vents étrangement chauds. Un intérêt croissant s'est manifesté dans ces icebergs en forme de montagne, et de merveilleuses spéculations se sont donné libre cours au sujet du centre de gravité de la Terre, le berceau des marées, où les baleines mettent bas, où l'aiguille magnétique s'affole, où les aurores boréales illuminent la nuit et où les esprits audacieux et courageux de chaque génération ont osé s'aventurer et partir en exploration, défiant les dangers de la zone boréale la plus avancée. Une des œuvres les plus conséquentes des récentes années est Le Paradis retrouvé, ou le berceau de la race humaine au pôle Nord, par William F. Warren. Dans son ouvrage soigneusement construit, M. Warren s'est presque cassé les dents contre la vraie réalité, mais apparemment l'a loupé seulement de la largeur un cheveu, si la révélation du vieux Norvégien s'avère authentique. Le Dr Orville Livingston, un scientifique dans un récent article déclare, « La possibilité d'une Terre à l'intérieur de la planète fut d'abord portée à ma connaissance, quand je découvris une géode sur les rivages des Grands Lacs. La géode est une pierre sphérique apparemment solide mais même quand elle est fendue, on s'aperçoit qu'elle est creuse et couverte intérieurement de cristaux. La Terre n'est qu'une géode un peu plus large, et le principe qui a procédé à la création de la géode, vide intérieurement, indubitablement, a modelé également la Terre. » En présentant le thème de cette presque incroyable histoire, que me raconta Olaf Jansen, accompagné d'un manuscrit, de cartes, et de dessins grossiers, qu'il me confia, une introduction appropriée s'impose comme celle qui suit. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide et aussi Dieu créa l'homme à son image. Cependant, même pour les choses matérielles, l'homme doit ressembler à Dieu, car il fut créé à l'image du Père. Un homme construit sa maison, pour lui-même et sa famille, les porches ou les vérandas sont tous dehors et sont secondaires. La construction est réellement réalisée pour y apprécier intérieurement ses convenances. Olaf Jansen a lancé cette affirmation par mon intermédiaire, moi son humble instrument, que, d'une manière semblable, Dieu a créé cette terre pour son intérieur, c'est-à-dire pour ses terres, ses mers, ses rivières, ses montagnes, ses forêts et ses vallées, et pour ses autres convenances intérieures, tandis que la surface externe de la terre est plutôt la véranda, le porche où les choses poussent par analogie maigrement comme un lichen s'accrochant sur le versant d'une montagne pour y vivre dans un vrai dénuement. Prenez une coquille d'œuf et de chaque extrémité faites un trou de la largeur de ce crayon. Extrayez son contenu et ensuite vous aurez une représentation parfaite de la Terre de Olaf Jansen. La distance de la surface intérieure à la surface extérieure, selon lui, est environ 300 000. Le centre de gravité n'est pas dans le centre de la Terre, mais dans le centre de la coquille ou la croûte. Donc, si l'épaisseur de la croûte de la Terre ou la coquille est de 300 000, le centre de gravité est à 150 000 au-dessous de la surface. Dans leur livre Deux bords des explorateurs arctiques nous parlent de la plongée vers le bas de l'aiguille alors que les navires à voile voguaient dans les régions de l'extrême nord. En réalité,
Ils étaient à la courbure de la Terre, sur le bord de la coquille, où la gravité est géométriquement augmentée, et tandis que le courant électrique, c'est du champ magnétique dont il s'agit vraisemblablement. La théorie du champ magnétique terrestre n'était pas connue à l'époque par l'auteur, nord du webmaster, se dirige apparemment dans l'espace vers pôle Nord fantôme, et cependant ce courant électrique poursuit son cours vers le sud le long de la surface intérieure de la croûte de la Terre. Dans l'annexe à son œuvre, le capitaine Sabine donne un compte-rendu des expériences réalisées pour déterminer l'accélération du pendule dans des latitudes différentes. Cela semble avoir résulté du travail commun de Peary et Sabine. Il dit, la découverte accidentelle qu'un pendule transporté de Paris jusqu'au voisinage de l'équateur a augmenté sa période de vibration, a établi, le premier pas, à notre connaissance montrant que de l'axe polaire du globe est moins actif que celui passant par l'équateur, et que la gravité augmente progressivement quand on passe de l'équateur au pôle. Selon Olaf Janssen, dans le commencement notre vieux monde a été créé seulement pour le monde du dedans, où sont placés les 4 grands fleuves, l'Euphrate, le Pison, le Gion et le Hiddekel. Ces mêmes non-fleuves se retrouvèrent pour d'autres flots à l'extérieur purement par le suivi d'une ancienne tradition, dont l'origine vient d'au-delà de la mémoire des hommes. Sur le sommet d'une haute montagne, près de la source de ces 4 rivières, Olaf Janssen, le Norvégien, prétend avoir découvert le jardin d'Éden, perdu depuis longtemps, le nombril véritable de la Terre, et avoir passé plus de 2 ans à étudier et à faire la reconnaissance de cette merveilleuse terre de l'intérieur, exubérante avec une flore extraordinaire et où abondent des animaux géants. Une terre où les gens vivent des siècles, bien plus que l'ordre de Mathusalem et que d'autres révélations bibliques. Une région où l'eau représente 1/4 de la surface intérieure et la terre les 3/4. Où il y a de grands océans et beaucoup de rivières et lacs, où les villes sont superbement et magnifiquement construites, où les modes de transport sont aussi très en avance sur les nôtres autant que nos fières réalisations sont en avance sur celles des habitants de la plus profonde Afrique noire. Le diamètre intérieur est de 600 000 ans moins que le diamètre reconnu de la Terre. Dans le centre identifié de ce vaste espace vide se trouve le siège lumineux, une monumentale boule brumeuse, de feu rougeâtre, dont la brillance n'est nullement éclatante, mais entourée par un nuage blanc, doux, lumineux, distribuant une chaleur uniforme et maintenu en sa place dans le centre de cet espace interne par la loi immuable de la gravitation. Ce nuage lumineux est nommé par les habitants de l'intérieur le Dieu qui fume. Il croit que c'est le trône du Très-Haut. Olaf Janssen m'a rappelé comment, lors de nos anciennes journées de collège, nous étions tous familiers avec les démonstrations de laboratoire du mouvement centrifuge, qui ont clairement prouvé que, si la Terre était un solide, la rapidité de sa révolution autour de son axe la déchirerait en 1000 fragments. Le vieux Norvégien a aussi affirmé que des points les plus éloignés de Terre dans les îles de Spitzberg et de la Terre de Franz Joseph, on peut voir annuellement, les masses d'oies, volant toujours plus loin vers le nord, ainsi que les marins et d'explorateurs le rapportent dans leurs livres de bord. Aucun scientifique n'a encore été assez audacieux pour essayer d'expliquer, même pour sa propre satisfaction, vers quelle terre ces volatiles sont guidés par leur instinct subtil. Cependant, Olaf Janssen nous a donné une explication la plus raisonnable. On explique aussi ainsi la présence de la mer libre dans la zone arctique. Olaf Janssen prétend que l'ouverture du nord, ou la largeur du trou, pour ainsi dire, est d'environ 1400 milles de diamètre. En relation avec tout ceci, citons ce que l'explorateur Nansen écrit dans la page 288 de son livre « Je n'ai jamais vogué de manière si splendide. » Vers nord, résolument en direction du nord, avec un bon vent, aussi rapidement que le flot et la voile peuvent nous faire avancer, une mer libre, mille après mille, période d'observation après période d'observation, de ces régions inconnues, toujours plus claires et plus libres de glace, on pourrait presque dire, combien de temps cela durera-t-il? L'œil fixe toujours la direction du nord comme on arpente un pont. Il regarde l'avenir.
mais il y a toujours le même ciel assombri vers l'avant et qui signifie la présence de la mer libre. Il y a aussi le Norwood Review d'Angleterre dans sa revue du 10 mai de 1884 qui déclare « Nous n'admettons pas qu'il y a de la glace jusqu'au pôle. Une fois à l'intérieur de la grande barrière de glace, un nouveau monde s'impose à l'explorateur. Le climat est doux comme celui d'Angleterre et, après, embaumé comme les îles grecques. Certains des fleuves du dedans, proclame Olaf Jansen, sont plus grands que nos fleuves Mississippi et d'Amazon combinés, dans le débit d'eau transporté. En effet, leur puissance est occasionnée par leur largeur et leur profondeur plutôt que par leur longueur, et c'est aux embouchures de ces puissants fleuves, quand ils arrivent vers le nord et vers le sud en suivant le long de la surface intérieure de la Terre, que se forment et se trouvent ces gigantesques icebergs, certains d'entre eux ayant entre 15 et 20 000 de largeur et entre 40 et 100 000 de longueur. N'est-ce pas étrange qu'il n'y a jamais eu d'iceberg rencontré ou dans l'océan Arctique ou Antarctique qui ne soit pas composé d'eau douce? Les scientifiques modernes prétendent que la congélation élimine le sel, mais les affirmations de Olaf Jansen sont différentes. Des écritures anciennes hindoues, japonaises et chinoises ainsi que les hiéroglyphes de races éteintes du continent nord-américain, tous parlent de la tradition des adorateurs du soleil et c'est possible, à l'éclatante lumière des révélations de Olaf Jansen, que les gens du monde intérieur, grandement séduits par les lueurs du soleil, qui brillaient à la surface intérieure de la Terre, en eut assez de ces deux dieux qui fument, le grand pilier ou le nuage originel de toute force lumineuse, et, là de leur atmosphère continuellement douce et plaisante, suivirent, soit par l'ouverture nord ou par l'ouverture sud, la lumière plus brillante et ce peuple était finalement conduit au-delà de la ceinture de glace dispersée sur la surface extérieure de la Terre, par l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et, plus tard, l'Afrique, l'Australie et Sud-Amérique. C'est un fait notable que, à mesure que nous nous approchons de l'équateur, la stature de la race humaine est moins grande. Mais les Patagoniens de l'Amérique du Sud sont probablement les seuls aborigènes du centre de la Terre, qui sont sortis par l'ouverture habituellement désignée par le pôle Sud et ils sont appelés la race géante. Olaf Jansen déclare que, dans le commencement, le monde a été créé par le grand architecte de l'univers, pour que l'homme puisse demeurer sur sa surface intérieure, qui a depuis été l'habitation du peuple élu. Ceux-là qui ont été chassés du jardin d'Éden ont apporté leur histoire traditionnelle avec eux. L'histoire du peuple vivant dans l'intérieur se réfère à un récit suggérant l'histoire de Noé et de l'Arche, récit qui nous est familier. Il a navigué loin, aussi bien que Colomb l'a fait, en partant d'un certain port, vers une terre étrange dont il avait entendu parler au loin vers le nord, emportant avec lui de toutes sortes de bêtes des champs et les volailles de l'air. Mais on n'en a jamais plus entendu parler par la suite. Sur les frontières du nord de l'Alaska et toujours plus fréquemment sur la côte sibérienne, on a trouvé des cimetières contenant les défenses d'ivoire dans des quantités si grandes que l'on a suggéré que l'endroit était formé d'antiques lieux d'enterrement. Selon Olaf Jansen, ces défenses proviennent de la grande vie animale prolifique, qui abonde dans les champs et des forêts et sur les berges des nombreux fleuves du monde intérieur. Les restes des animaux ont été attrapés dans les courants océaniques, ou ont été portés sur des banquises et se sont accumulés comme le bois flottant sur la côte sibérienne. Cela a continué pendant une éternité et de là ces cimetières mystérieux. À ce sujet William F. Warren, dans son livre déjà cité, pages 297 et 298, dit « Les roches arctiques nous parlent d'une Atlantide perdue plus merveilleuse que celle de Platon. Les lits de fossiles d'ivoire de la Sibérie dépassent tout ce qui existe de la sorte dans le monde. Depuis les jours de Pline, au moins, ils ont constamment subi une surexploitation et tout de même, ils demeurent le quartier général central de ceux qui veulent s'approvisionner. Les restes de mammouths sont si abondants que, comme Grata Cap dit, les îles du nord de la Sibérie semblent créer de s'entasser. Un autre auteur scientifique, parlant des îles de la Nouvelle-Sibérie, vers le nord de l'embouchure du fleuve la Lena, emploie ce langage.
les grandes quantités d'ivoire sont extraites de la terre chaque année. En effet, on croit que certaines îles ne sont rien d'autre qu'une accumulation de bois de construction de dériver les corps de mammouth et d'autres animaux d'antédiluviens gelés ensemble. De cela nous pouvons déduire que, pendant les années qui se sont écoulées depuis la conquête russe de la Sibérie, des défenses utiles de plus de 20 000 mammouths ont été ramassés. Mais maintenant voilà l'histoire de la Janssen. Je le donne en détail, comme il a su lui-même la transcrire. Dans le manuscrit et parsemé dans le récit, le vieux Norvégien a placé entre guillemets les travaux récents sur l'exploration arctique, montrant ainsi comment il avait soigneusement comparé ses propres expériences à celles d'autres voyageurs du Nord glacé. Voici donc ce qu'a écrit le disciple de Daetor, fin de la page 47 deuxième partie, l'histoire de la Janssen. Mon nom est Olaf Janssen. Je suis un Norvégien, bien que je sois né dans la petite ville russe de Marin du Laborg, sur la côte orientale du golfe de Bothnia, le bras du nord de la mer Baltique. Mes parents étaient en croisière de pêche dans le golfe de Bothnia et ont habité cette ville russe du Laborg au moment de ma naissance, le 27 octobre 1811. Mon père, Jean Janssen, est né à Rødvig sur la côte scandinave, près des îles Lofoten, mais après son mariage installa sa maison à Stockholm, parce que ma mère et sa famille y résidaient. Quand j'ai atteint mes 7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père lors de ses tournées de pêche le long de la côte scandinave. Très jeune, je fis montre de mon aptitude pour des livres et à l'âge de 9 ans, j'ai été placé à une école privée à Stockholm, où je demeurai jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite j'ai suivi mon père régulièrement dans toutes ses tournées de pêche. Mon père mesurait bien 6 pieds 3 de haut et pesait plus de 15 tonnes, un typique Scandinave bon ayant une vie des plus rudes et capable de plus d'endurance, à ma plus grande connaissance, qu'aucun autre homme. Il possédait la douceur d'une femme dans pour les petites choses de la vie, et cependant sa détermination et sa volonté étaient indescriptibles. Sa volonté n'admettait aucune défaite. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde, mais pas avant que je sois arrivé à la fin de mon pèlerinage terrestre. Je n'ose pas permettre que les faits que je connais soient publiés de mon vivant, par crainte que je subisse davantage d'humiliation, d'emprisonnement et de souffrance. Tout d'abord, j'ai été mis dans des fers par le capitaine du navire baleinier qui m'a sauvé, pour la seule raison que je lui avais parlé des merveilleuses découvertes faites par mon père et moi-même. Mais j'étais loin d'être arrivé à la fin de mes tortures. Après 4 ans et 8 mois d'absence, j'ai atteint Stockholm, pour constater seulement que ma mère était morte l'année précédente et que la propriété avait été laissée par mes parents à la famille de ma mère, mais elle m'a été immédiatement restituée. Tout aurait pu bien continuer ainsi, si j'avais effacé de ma mémoire l'histoire de notre aventure et de la mort épouvantable de mon père. Finalement, un jour j'ai raconté l'histoire en détail à mon oncle, Gustaf Osterland, un homme ayant de considérables biens et que je l'ai pressé d'organiser une expédition, pour moi afin de réaliser un autre voyage vers la terre étrange. D'abord j'ai pensé qu'il favorisait mon projet. Il semblait intéressé et m'a invité à me présenter devant certains fonctionnaires et à leur expliquer, comme je l'avais fait pour lui, l'histoire de nos voyages et de nos découvertes. Imaginez ma déception et mon horreur quand, sur la conclusion de mon récit, certains papiers ont été signés par mon oncle et, sans avertissement, je me suis trouvé arrêté et bien vite sous l'effet d'un lugubre et épouvantable emprisonnement dans un asile de fous, où je suis resté pendant 28 ans, années de longues, ennuyeuses et affreuses souffrances. Je n'ai jamais cessé d'affirmer que j'étais sain d'esprit et de protester contre l'injustice de mon emprisonnement. Finalement, le 17 octobre 1862, je fus libéré. Mon oncle était mort et les amis de ma jeunesse étaient maintenant des étrangers. En effet, un homme de plus de 50 ans, dont la seule information que l'on connaisse de lui concerne un fou, n'a aucun ami. Je fus embarrassé pour savoir comment gagner ma vie, mais instinctivement, je me tournai vers le port où les nombreuses barques de pêche étaient ancrées et dans l'espace d'une semaine,
je m'embarquai avec un pêcheur par le nom d'Ian Hansen, qui commençait une longue croisière de pêche aux îles Lofoten. À ce moment-là, mes précédentes années où j'avais tant bourlingué, m'ont été d'un très grand avantage, spécialement pour affirmer mon utilité. Ce ne fut pas seulement le commencement d'autres voyages, mais par une frugale économie, je fus en quelques années, capable de posséder mon propre bateau de pêche. Pendant 27 ans, par la suite, j'ai parcouru la mer comme pêcheur, pendant 5 ans travaillant pour d'autres, et les 22 années dernières pour moi. Pendant toutes ces années, j'étudiais avec diligence un maximum de livres, aussi bien qu'un dur ouvrier à mon affaire, mais j'ai pris grand soin de ne mentionner à personne l'histoire concernant les découvertes faites par mon père et moi-même. Même à ce dernier jour, j'aurais peur de savoir que quelqu'un ait pu voir ou connaître les choses que je suis en train d'écrire, et les notes et cartes que je garde par-devers moi. Quand mes jours sur la Terre seront terminés, je laisserai des cartes et notes qui éclaireront et, j'espère, utilement l'humanité. Le souvenir de mon long emprisonnement avec des maniaques, et toute l'angoisse horrible et les souffrances subites, sont trop vives pour donner une autre chance à une arrestation. En 1889, j'ai vendu de mes barques de pêche et j'ai constaté que j'avais accumulé une fortune tout à fait suffisante de m'entretenir le reste de ma vie. Je suis alors venu en Amérique. Pendant une douzaine d'années, mon habitation fut dans l'Illinois, près de Batavia, où j'ai réuni la plupart des livres de ma présente bibliothèque, quoique j'y ai apporté beaucoup de volumes de choix de Stockholm. Plus tard, je suis venu à Los Angeles, arrivant ici le 4 mars 1901. Je me rappelle bien la date car c'était le deuxième jour d'inauguration du président McKinley. J'ai acheté cette humble demeure et, ici dans l'intimité de mon propre domicile, abrité par ma propre vigne et mes figuiers et avec mes livres autour de moi, j'ai entrepris de faire des cartes et les dessins des nouveaux pays que nous avions découverts et aussi d'écrire l'histoire en détail du temps où mon père et moi avions quitté Stockholm jusqu'à l'événement tragique qui nous a séparés dans l'océan Antarctique. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le 3e jour d'avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'Irlande à droite. Quelques jours plus tard nous avons doublé le point de Sandemore et avons emprunté le détroit qui sépare le Danemark de la côte scandinave. En temps voulu nous avons fait escale dans la ville de Kristiansand, où nous nous sommes reposés 2 jours, et ensuite nous sommes repartis le long de la côte scandinave vers l'ouest, en nous dirigeant vers les îles Lofoten. Mon père était d'esprit très gai, en raison des excellents et satisfaisants bénéfices qu'il avait obtenus de notre dernière pêche, qu'il avait commercialisée à Stockholm, au lieu de la vendre dans des villes de marins le long de la côte scandinave. Il a été particulièrement heureux avec la vente de quelques défenses d'ivoire qu'il avait trouvées sur la côte ouest de la terre de France Joseph pendant une de ses croisières du Nord l'année précédente, et il a exprimé l'espoir que cette fois nous pourrions de nouveau être assez chanceux de charger notre petit sloop de pêche d'ivoire, au lieu de morues, harengs, maquereaux et saumons. Nous fîmes escale à Hammerfest, qui est à 71°40 de latitude N, pour nous reposer quelques jours. Nous y sommes restés une semaine, et nous fîmes des provisions supplémentaires, et avec plusieurs tonneaux d'eau potable, et nous avons ensuite navigué vers le Spitzberg. Pendant les quelques premiers jours, nous avions une mer libre et un vent favorable, et ensuite nous avons rencontré beaucoup de glace et beaucoup d'icebergs. Un navire aussi large que notre petit sloop de pêche ne pouvait pas probablement trouver sa route parmi le labyrinthe d'icebergs ou se serrer dans le canot à peine ouvert. Ces montagnes d'icebergs se présentaient en une succession infinie de palais de cristal, de cathédrales massives et des chaînes de montagnes fantastiques, sinistres et pareilles à des sentinelles, immobiles comme quelques falaises imposantes en roches solidifiées, se dressant silencieux comme un sphinx, et résistant aux vagues agitées d'une mer mouvementée. Après avoir échappé de justesse à de nombreux accidents, nous sommes parvenus au Spitzberg, le 23e jour de juin, et nous avons jeté l'ancre à la baie Wijade pendant un court temps, où nous avons eu la main très heureuse pour notre pêche.
Nous avons alors levé l'ancre et avons traversé le détroit Ilopen et navigué le long de la côte de la terre du Nord-Est. Un vent fort nous a abordés venant du sud-ouest et mon père dit que nous ferions mieux d'en profiter et d'essayer d'atteindre la terre de Franz Joseph, où, l'année précédente il n'avait, par accident, trouvé les défenses d'ivoire qui lui avaient rapporté un si bon prix à Stockholm. Jamais, auparavant ou depuis, je n'avais vu tant d'oiseaux de mer. Ils étaient si nombreux qu'ils cachaient les rochers du littoral et qu'ils obscurcissaient le ciel. Pendant plusieurs jours nous avons navigué le long de la côte rocheuse de la terre de Franz Joseph. Finalement, un vent favorable nous a poussés vers la côte ouest et, après avoir navigué à la voile 24 heures, nous sommes arrivés à un magnifique petit bras de mer. On aurait pu à peine croire que c'était là, la lointaine terre du Nord. L'endroit était vert avec une croissante végétation et bien que la zone ne représentait pas plus qu'1 ou 2 acres, l'air était cependant chaud et tranquille. Ce point aurait été le lieu où l'influence du Gulf Stream se fait le plus profondément sentir. Sir John Barrow, Barr. Franc, dans son ouvrage intitulé Découvertes et recherches de voyage dans les régions arctiques, dit à la page 57, M. Billochet se réfère à ce qui était fréquemment trouvé et noté, la douceur de la température sur la côte occidentale du Spitzberg est devenue là atténuée, ou ne présente aucune sensation de froid, bien que le thermomètre puisse être seulement de quelques degrés au-dessus du point de congélation. L'effet brillant et vif d'un jour clair, quand le soleil brille plus avant au travers d'un ciel pur, d'une teinte azurée, est si intense que l'on n'y trouve aucun parallèle même dans le célèbre ciel italien. Sur la côte, il y avait de nombreux icebergs, bien que l'on soit ici dans une eau libre. Loin vers l'ouest, cependant, on voyait des blocs de glace et toujours plus au loin, vers l'ouest apparaissaient en forme de chaînes de basses collines de glace. Devant nous et directement au nord, s'étendait une mer libre. Mon père était un ardent adepte d'Odin et Thor, et me disait fréquemment qu'ils étaient des dieux qui sont venus de loin, au-delà du vent du Nord. Mon père expliquait que selon une tradition, qui dit qu'il existait alors plus au loin vers le nord, une terre plus belle que tout ce qu'aurait jamais connu tout mortel, et qui est habitée par le peuple élu. Nous trouvons la chose suivante dans Mythologie allemande, page 778, sous la plume Jacob Grimm. Alors les fils de Bor construisent au milieu de l'univers la ville appelée Asgard, où demeurent les dieux et leurs semblables et de ce lieu, ils mirent au point tant de choses merveilleuses, et sur la terre et dans les cieux au-dessus. Il y a dans cette ville une place appelée l'Isgjalf et quand Odin est assis là sur son trône élevé, il veille sur le monde entier et discerne toutes les actions humaines. Ma jeune imagination a été stimulée par l'ardeur, le zèle et la ferveur religieuse de mon bon-père, et je me suis exclamé, pourquoi ne pas naviguer vers cette terre gracieuse? Le ciel est juste, le vent favorable et la mer ouverte. Même maintenant, je peux voir l'expression de surprise agréable de sa mine, quand il s'est tourné vers moi et m'a demandé, mon fils, désires-tu aller et explorer avec moi l'au-delà où l'homme ne s'est jamais aventuré? J'ai répondu affirmativement. Très bien, répondit-il. Qu'Odin nous protège. Et, ajustant rapidement les voiles, il a jeté un coup d'œil à notre boussole, a tourné la proue droit dans la direction du nord, et au travers d'une voie libre, notre voyage commença. Le soleil était bas sur l'horizon, comme il pouvait l'être encore en ce tout début de l'été. En effet, nous avions presque 4 mois d'avance avant que la nuit polaire arrive de nouveau. Notre petit sloop de pêche a bondi en avant comme s'il désirait ardemment se lancer, comme nous-mêmes dans l'aventure. 36 heures après nous étions hors de vue de l'extrême point nord du littoral de terre de Franz Joseph. Un courant fort se dirigeant le nord par le nord-est semblait nous transporter. Loin à droite et à gauche de nous s'étalaient des icebergs, mais notre petit sloop a dû longer d'étroits passages et des couloirs si fins en certains endroits, que si notre embarcation n'avait pas été de forme réduite, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. Le 3e jour nous sommes arrivés à une île. Ses rivages étaient baignés par une mer libre.
Là, mon père décida de faire une pause et de partir en exploration pendant un jour. Cette nouvelle terre était privée de bois de construction, mais nous y avons trouvé une grande accumulation de bois rejeté par la mer, sur le rivage du nord. Certains des troncs des arbres étaient 40 pieds de long et 2 pieds de diamètre. Grioli nous dit dans Vol 1, page 100, que Privat, Connell et Frédéric ont trouvé un grand arbre conifère sur la plage, juste au-dessus de la limite extrême des hautes eaux. Il faisait presque 30 pouces de circonférence, environ 30 pieds de long, et avait apparemment été porté à ce point par un courant il y avait 2 ans. Une de ses parties avait été découpée pour en faire du bois de chauffage, et pour la première fois dans cette vallée, un feu de camp brillant, joyeux a donné le confort à l'homme. Après avoir exploré pendant un jour le littoral de cette île, nous avons levé l'ancre et avons tourné notre proue vers le nord en direction de la mer libre. Dr. Kahn dit, à la page 379 de son ouvrage, « Je ne peux pas imaginer ce que devient la glace. Un courant fort survint constamment du nord. Mais, à l'altitude de plus de 500 pieds, j'ai vu seulement les bandes étroites de glace, avec les grands espaces d'eau libre, de 10 à 15 000 dans la largeur, entre eux. Cette glace doit, donc, ou aller vers un espace libre au nord, ou se dissoudre. Je me rappelle que ni mon père, ni moi-même n'avions rien mangé pendant presque 30 heures. Peut-être cela était dû à la tension d'excitation de notre voyage étrange dans les plus lointaines eaux du Nord, où d'après mon père, personne ne s'était aventuré auparavant. Notre pouvoir de suggestion avait calmé nos appétits physiques. À la place d'un froid intense comme nous l'aurions prévu, il faisait vraiment plus chaud et bien plus agréable que dans la région d'Hammerfest, sur la côte du nord de la Norvège, il y avait environ 6 semaines de cela. Le capitaine Peary, dans son deuxième voyage, rapporte une autre circonstance qui peut venir confirmer une conjecture qui a longtemps été soutenue par certains, à savoir qu'il existe une mer libre, sans glace, au près du pôle. Le 2 novembre, dit Peary, le vent s'est rafraîchi issu d'une tempête en provenance du nord-ouest, a baissé le thermomètre avant minuit de 5 degrés, tandis que, un accroissement du vent sur Melville Island était généralement accompagné par une hausse simultanée de la température. Cela ne pourrait-il, demande-t-il, être occasionné par le vent revenant de la haute mer, en suivant la direction d'où il souffle? Et cela ne tend-il pas à confirmer l'idée qu'auprès du pôle existe une haute mer? Nous admîmes tous les deux, franchement avoir très faim et immédiatement, j'ai préparé un repas substantiel grâce à notre garde-manger bien pourvu. Après nous soyons copieusement restaurés, j'ai dit à mon père que je sentais venir le sommeil et que j'allais m'endormir. Très bien, m'a-t-il répondu, je montrerai la garde. Je n'ai aucune façon de déterminer combien de temps j'ai dormi. Je sais seulement que j'ai été brutalement éveillé par ce couche épouvantable du sloop. Je fus surpris alors de découvrir que mon père dormait profondément. Je me hurlai pour le réveiller et il se mit rapidement debout. En effet, s'il n'avait pas saisi immédiatement le bastingage, il aurait certainement été projeté dans les vagues bouillonnantes. Une tempête de neige féroce faisait rage. Le vent était directement sur l'arrière, poussant notre sloop à une vitesse énorme et menaçant à chaque moment de nous renverser. Il n'y avait pas de temps à perdre, les voiles devaient être affalées immédiatement. Notre bateau se tordait dans des convulsions. Quelques icebergs que nous connaissions, nous côtoyaient de part et d'autre, et heureusement un canal s'ouvrait à nous directement vers le nord. Mais en sera-t-il ainsi longtemps? Devant nous, ceinturant l'horizon de gauche à droite, s'étalait un vaporeux brouillard ou une brume, parfois noir comme la nuit égyptienne au bord de l'eau et parfois blanc comme un haut nuage de vapeur, que l'on perd finalement de vue alors qu'il se confond avec les grands flocons blancs de neige tombante. Il n'y avait aucun moyen de déterminer s'il couvrait un traître d'iceberg, ou quelque autre obstacle caché contre lequel notre petit sloop se briserait en nous précipitant dans une tombe liquide, ou s'il était simplement la manifestation d'un brouillard arctique. Sans aller au cap Lupton vérifier si la présence d'eau libre s'avérait possible.
À leur retour, ils ont annoncé la découverte de plusieurs espaces libres et beaucoup de glace récente, pas plus vieille d'un jour, et si fine qu'elle était facilement brisée par des projections de glaçons. Par quel miracle avons-nous échappé à une suprême destruction? Je ne saurais le dire. Je me souviens notre petite embarcation a grincé et a gémi, comme si ses joints se cassaient. Elle a balancé et chancelé, en avant et en arrière comme si elle avait été saisie par quelque féroce courant sous-marin tourbillonnant ou quelque vortex. Heureusement notre boussole avait été fixée par de longues vis à une traverse. La plupart de nos provisions, cependant, furent éjectées et expulsées du pont des marchandises, et si nous n'avions pas pris la précaution dès le début même, de nous attacher fermement au mât du sloop, nous aurions été balayés dans les flots déchaînés. Au-dessus du tumulte assourdissant des vagues qui faisaient rage, j'ai entendu la voix de mon père disant, « Sois courageux, mon fils », puis il a hurlé Odin est le dieu des eaux, le compagnon du courageux et il est avec nous. N'aie pas peur. À moi il semblait n'exister pour nous, aucun moyen d'échapper à une mort horrible. Le petit sloop fondait l'eau, la neige tombait si abondamment qu'elle nous aveuglait littéralement, et les vagues talonnaient de leur blanche écume avec une infatigable fureur. Nous ne pouvions dire, à quel instant, nous allions être précipités contre un quelconque bloc de glace à la dérive. L'énorme houle nous soulevait jusqu'au sommet même de colossales vagues puis, nous précipitait dans les profondeurs de leur creux, comme si notre sloop de pêche était une coquille fragile. Des vagues gigantesques d'une blancheur inimaginable, se dressaient comme les murs véritables, d'une clôture, de l'avant à l'arrière. Cette épouvantable épreuve exaspérante, par ses innommables horreurs en forme de suspense et d'indescriptible agonisante peur, dura plus de 3 heures, et pendant tout ce temps ce fut, la fuite en avant à grande vitesse. Alors soudainement, comme s'il s'était lassé de ses efforts frénétiques, le vent commença à diminuer sa fureur, et puis il disparut progressivement. Finalement ce fut le calme parfait. Le brouillard avait lui aussi disparu et en avant, nous s'étendait un couloir sans glace peut-être 10 ou 15 milles de largeur avec quelques icebergs loin à notre droite et un archipel clairsemé de plus petits sur notre gauche. J'observais attentivement mon père, en décidant de rester silencieux, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Sur le moment, il déliait la corde de sa taille et, sans dire un mot, il a commencé à faire travailler les pompes, qui ne furent pas heureusement endommagées, allégeant le sloop de l'eau qu'il avait accumulé dans la tempête en furie. Il a largué les voiles du sloop aussi calmement qu'il aurait lancé son filet de pêche, et ensuite il fit remarquer que étions prêts, pour recevoir le vent favorable dès qu'il se lèverait. Son courage et sa constance étaient vraiment remarquables. Après inspection, nous avons constaté que le tiers de nos provisions était encore disponible, mais notre inquiétude fut très forte, quand nous avons découvert que nos tonneaux d'eau avaient été précipités par-dessus bord pendant les plongées violentes de notre bateau. 2 de nos tonneaux d'eau étaient dans la cale principale, mais tous les 2 étaient vides. Nous avions une suffisante provision d'alimentation, mais aucune eau douce. Je réalisai alors immédiatement le caractère effroyablement dramatique de la situation. Sur le moment j'ai fus saisi d'une soif dévorante. C'est en vérité très alarmant, a remarqué mon père. Cependant, faisons sécher nos vêtements débraillés, car nous sommes trempés jusqu'à l'os. Aie confiance au dieu Odin, mon fils. Ne te désespère pas. Le soleil tapait par des rayons assez inclinés, comme si nous étions à une latitude plus au sud, au lieu d'être dans région très au nord. Il se balançait de ci de là, son orbite n'étant jamais visible, et il montait plus en plus haut chaque jour, fréquemment couvert de brume, alors semblant regarder toujours fixement au travers du chapelet de nuages comme un œil inquiet du destin, gardien de la mystérieuse contrée du nord et observant jalousement les frasques humaines. Loin sur notre droite les rayons ornant les prismes d'iceberg étaient magnifiques. Leur réflexion émettait des flashs de grenats, de diamants, de saphirs. Un panorama pyrotechnique de couleurs et de formes innombrables, tandis que ci-dessous, on pouvait voir la coloration verdâtre de la mer et ci-dessus, le ciel teinté de pourpre. Troisième partie,
Au-delà du vent du nord, j'ai essayé d'oublier ma soif en m'évertuant à transbahuter de la cale quelques provisions et un récipient vide. Me penchant par-dessus la rampe latérale, j'ai rempli le récipient d'eau dans le but de me laver les mains et le visage. À ma stupéfaction, lorsque mes lèvres sont entrées en contact avec l'eau, elles n'étaient pas salées. La découverte me fit sursauter. Père! Et j'altai le souffle proprement coupé, l'eau, elle est douce? Que dis-tu là, Olaf? A hurlé mon père, jetant un coup d'œil hâtivement autour. Tu te trompes sûrement. Il n'y a aucune terre dans les environs. Tu débloques, voyons. Mais goûte-moi à cela. Ai-je crié. Et ainsi nous avons fait la découverte que l'eau était en effet douce, tout à fait douce, sans le moindre le goût salé, ni même soupçon de saveur salée. Nous avons immédiatement rempli nos 2 derniers tonneaux d'eau et mon père a déclaré que c'était une faveur céleste venant des dieux Odin et Thor. Nous débordions de joie, mais la faim nous a vite ramenés à la réalité. Maintenant que nous avions trouvé de l'eau douce dans la haute mer, à quoi devrions-nous nous attendre encore? À cette latitude étrange où aucun bateau n'a jamais auparavant navigué et où l'on n'avait jamais entendu le plouf d'un aviron. In vol. 1. La page 196. Nansen écrit, c'est un phénomène singulier, cette eau douce. Nous avions à présent une meilleure opportunité pour étudier cela, tel que nous le désirions. Ce phénomène se passe quand une couche superficielle d'eau douce surnage sur l'eau de mer salée et cette eau douce glisse avec la bateau sur la mer plus lourde du dessous, comme si cette mer constituait une couche fixe. La différence entre ces 2 couches liquides était dans ce cas si grande que tandis que nous avions de l'eau potable à la surface, l'eau nous sommes arrivés à extraire du fond de la salle des machines était si salée qu'elle ne pouvait être employée pour la chaudière. Nous avions à peine apaisé notre faim, quand une brise a commencé à gonfler nos voiles inertes et, jetant un coup d'œil à la boussole, nous avons constaté que l'extrémité nord de l'aiguille pointait durement contre le vert en s'y appuyant. En réponse à ma surprise, mon père me dit, j'ai entendu parler de cela auparavant. C'est ce qu'on appelle l'élévation de la pointe nord de l'aiguille. Nous avons desserré le socle de la boussole et l'avons tourné à angle droit par rapport à la surface de la mer avant que la pointe de son aiguille ne se libère du verre et que la gravitation agisse librement. Elle a bougé avec difficulté et a semblé aussi instable qu'un homme ivre, mais finalement s'est engagée dans une direction. Avant cela nous avons pensé que le vent nous portait vers le nord-nord-ouest, mais, avec l'aiguille libre, nous avons découvert, il pourrait se faire que cela en dépende, que nous naviguions légèrement par nord-nord-est. Nous n'avions jamais suivi la direction, plein nord. Nous trouvons de nouveau dans le premier voyage de Peary, page 67, la chose suivante. Ils avaient observé qu'à partir du moment où ils étaient entrés dans le détroit de Lancaster, le mouvement de l'aiguille de la boussole était très lent et puis sa déviation a augmenté alors qu'ils progressaient vers l'ouest et qu'ils ont ainsi continué à le faire en descendant ce bras de mer. Ayant atteint la latitude 73 degrés, ils ont été témoins pour la première fois du phénomène curieux de ce pouvoir rendant les mouvements de l'aiguille si faibles qu'ils sont complètement dépassés par l'attraction magnétique du bateau, si bien que l'on puisse maintenant dire que l'aiguille s'orientait vers le pôle magnétique nord du bateau. La mer était sereinement calme, avec à peine une maigre vague et le vent vif et grisant. Les rayons du soleil, en nous frappant de travers, nous fournissaient une douce chaleur. Et ainsi le temps s'écoula, jour après jour et nous avons inscrit dans notre livre de bord, que nous avions navigué 11 jours depuis la tempête subie dans la haute mer. Bien qu'utilisées avec une stricte économie, nos provisions tenaient bon, mais cependant commençaient à s'épuiser. Entre-temps, un de nos tonneaux d'eau s'était épuisé et mon père dit, nous le remplirons de nouveau. Mais, nous avons constaté avec inquiétude que l'eau était maintenant aussi salée que dans la région des îles Lofoten de la côte de la Norvège. Cela a nécessité, de notre part, d'avoir une extrême vigilance, pour le tonneau restant. J'avais souvent une profonde envie de dormir. Était-ce l'effet de l'expérience passionnante de navigation à voile dans des eaux inconnues,
Ou est-ce les conséquences de l'excitation terrible due à notre aventure dans la tempête essuyée, ou encore était-ce dû à mon désir de nourriture? Je ne pouvais le dire. Je m'étendais fréquemment sur la soute de notre petit sloop et j'observais très haut dans le ciel son dôme bleu. Et, malgré le soleil qui brillait loin à l'est, je voyais toujours une seule étoile au-dessus de moi. Pendant plusieurs jours, quand j'ai scruté cette étoile, elle était toujours là directement au-dessus de nous. Autant qu'on s'en souvienne, c'était le 1er août. Le soleil, haut dans le ciel, était si brillant que je ne pouvais plus voir l'étoile solitaire, qui avait attiré mon attention quelques jours plus tôt. Un de ces jours, mon père m'a fait sursauter en attirant mon attention sur un nouveau spectacle, qui se présentait loin devant nous, presque à l'horizon. « C'est un soleil factice », a hurlé mon père. J'ai déjà lu cela quelque part. Il est dénommé un reflet ou un mirage. Il s'évanouira bientôt. Mais ce faux soleil rouge pâle, comme nous l'avions imaginé, ne s'est pas évanoui durant plusieurs heures. Et alors que nous ignorions comment il pouvait en mettre ses rayons de lumière, il y avait toujours un moment où, en balayant l'horizon, nous pouvions apercevoir la brillance de ce prétendu faux soleil pendant une période d'au moins 12 heures sur 24. Des nuages et des brumes de temps en temps pouvaient presque cacher son emplacement mais jamais entièrement. Progressivement, il a semblé s'élever plus haut, au-dessus de l'horizon du ciel d'un mauve pâle, alors que nous avancions. On pourrait à peine dire qu'il s'apparentait à notre soleil, si ce n'était sa forme circulaire et quand, non obscurci par des nuages ou les brumes océaniques, il prenait la coloration d'un rouge brumeux, une apparence allée qui passait à une lumière blanche comme un nuage lumineux, reflétant une lueur venant d'ailleurs.